rappelles la famille de la jungle? Ah oui, je connais, comme tout le monde. Dans le registre des séries animées américaines humoristiques pour enfants, La famille de la jungle est un monument. À l'instar des Razmoket, également produite par Nickelodeon et avec un graphisme similaire, et des dessins animés un peu trash de Cartoon Network comme le laboratoire de Dexter et les Super Nanas, tout le monde est conscient que cette série existe. Mais probablement pas grand monde ne l'a vue en entier, car elle est plutôt longue. 91 épisodes de 20 minutes, plus un film, plus un crossover avec les Razmoket. Si nous l'avons regardé, c'est en fait pour une raison assez spécifique. Nous avions prévu de faire prochainement une vidéo sur Sous les mers, une autre série sur une famille d'explorateurs qui vivent des aventures en pleine nature, combattent des braconniers ou doivent survivre à toutes sortes de catastrophes naturelles, permettant de présenter aux petits spectateurs l'animal sauvage du jour pour lui faire découvrir la faune exotique. Mais une nouvelle saison de Sous les mers ayant été annoncée, nous avons dû renoncer à ce projet vu qu'en principe, nous ne traitons que les séries finies. Ce n'est pas bien grave vu qu'au final, la famille de la jungle et Sous les mers n'ont pas grand chose en commun. Elles ont en commun, comme tu l'as dit, de servir de prétexte à donner des informations sur des animaux sauvages, et de mettre en scène une famille d'explorateurs qui voyagent à bord d'un engin très sophistiqué, constitué de deux parents, du héros, de sa grande sœur sarcastique, d'une mascotte animale et d'une autre mascotte badass qui ne parle pas. Les deux sont le même personnage dans Sous les mers, mais c'est quand même la même chose. Ces deux séries ont aussi en commun d'avoir des épisodes de 20 minutes. C'est utile à préciser car autant cette durée est très adaptée à ce qu'est Sous les mers, une série d'aventures plutôt sérieuse avec une touche d'humour qui tend souvent vers le super-héroïsme, autant elle est surprenante pour la série principalement humoristique qu'est La famille de la jungle. Ouais, a priori, vous n'êtes pas surpris qu'on vous dise que La famille de la jungle est une série humoristique. Déjà parce qu'on vous l'a dit il y a une minute. Oui, mais surtout parce que le graphisme ne trompe pas. Bien qu'on soit un peu revenu là-dessus dans notre review sur La forêt de l'étrange, on a moins l'occasion d'aborder le sujet maintenant que lors de nos toutes premières vidéos, qui portaient parfois sur des séries avec un graphisme pas possible comme Jumanji ou Funky Cops. Nous avons toujours soutenu qu'il y a un lien direct entre le style de dessin et le niveau de sérieux d'une série. On voit tout de suite que des séries comme Chris Colorado, Malo Corrigan, Jackie Chan ou Mighty Max seront des séries plutôt sérieuses parce que les personnages sont proportionnés et détaillés à peu près normalement. Même devant une série comme Sourire d'enfer avec ses grosses têtes à la Code Lyoko, on ne s'attend pas spécialement à quelque chose de comique, parce que Scara Design ne vise pas pour autant la caricature. Alors que quand on voit le dessin de la cour de récré, de Hey Arnold, de Funky Cops, de Shuriken School, de My Little Pony ou de Phineas et Ferb, on est à la fois dans le simplifié et le grotesque, et donc on s'attend à de l'humoristique. Cette tendance s'est très largement confirmée avec la foultitude de séries d'aventures qui sont sorties ces 10 dernières années, dont le concept est plutôt sérieux mais dont le graphisme cartoonesque va de pair avec une forte tonalité humoristique. On trouve du grotesque dans des séries sérieuses, mais c'est clairement du grotesque fantastique, pas du grotesque drôle. Toujours est-il qu'avec cette boussole en tête, même si on a parfois quelques surprises avec des dessins animés nettement plus sérieux que leur graphisme le laisse croire, on est spontanément réceptif à l'humour de séries comme La famille de la jungle, dont le chara-design ne trompe pas tellement. On sait dès le départ qu'on doit s'attendre à quelque chose de pas très sérieux. C'est utile, car si en effet La famille de la jungle est une série qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux, son humour n'est pas aussi percutant que celui des Arnold par exemple. C'est une série plus amusante que drôle. Elle ne cherche pas à faire rire aux éclats, seulement à charmer le spectateur en le faisant sourire avec des interactions amusantes entre les personnages et des situations un peu décalées. Elle obtient par ce biais qu'on ne soit pas trop regardant sur la logique et pas trop exigeant sur le scénario, donc elle est un peu sur une formule de compromis gagnant-gagnant entre le sérieux et l'humour. Les séries de cette époque, fin des années 90, début des années 2000, géraient mieux ce compromis que celles des années 2010. Malgré ça, le choix de faire des épisodes de 20 minutes surprend quand même. Les séries humoristiques, même celles qui ne sont qu'amusantes, ont tendance à opter pour un rythme plus soutenu dans des épisodes de 10 minutes. C'était déjà le cas des Razmoket à l'époque, pour ne citer que. C'est resté de rigueur ensuite avec Bob l'éponge, Phineas et Ferb ou les pingouins de Madagascar. Mais la famille de la jungle, donc, opte pour des aventures de 20 minutes. Ce choix est critiquable dans la mesure où les intrigues ne sont pas toujours assez denses pour cette durée et traînent parfois en longueur, en particulier à partir de la saison 3, mais la série trouve tout de même moyen de le justifier en séparant ses personnages en petits groupes qui vivent chacun leur aventure de leur côté. En général, il y a le groupe des parents, le groupe de l'héroïne et le groupe de la grande sœur. On a peut-être un peu trop anticipé, il faut résumer la série. Elle n'a pas d'épisode de début, mais la narration de l'héroïne, Elisa, explique très bien les postulats de la série. Nous suivons donc la famille de la jungle. Le père, Nigel, est un naturaliste employé par une fondation de protection de l'environnement pour voyager partout dans le monde avec son camping-car et réaliser avec son épouse Marianne, qui est cinéaste, des documentaires animaliers. C'est déjà un bon point. On se demande parfois dans les séries d'aventuriers comment les héros gagnent leur vie. Dans Sous les mers, en tout cas, c'est pas très clair. Là au moins c'est limpide. Le couple a 2 enfants. Debbie, c'est-à-dire Deborah, une ado de 15-16 ans qui préférerait une vie sédentaire faite de shopping et de sortie dans une grande ville et se plaindra beaucoup de son sort, et Elisa, c'est-à-dire Elisabeth,
qui a toujours aimé la nature et l'aventure, et qui, en sauvant un phacochère pris dans un piège qui s'est révélé être un chaman africain, a obtenu le pouvoir de parler aux animaux. Ce pouvoir lui a permis de se lier d'amitié avec un chimpanzé, Darwin, c'est-à-dire Darwin, qui voyage avec les deux la jungle parce qu'il en avait marre de la vie au grand air. La famille a également recueilli un enfant sauvage élevé par des orang-outans à Bornéo. Nigel et Marianne l'ont baptisé Donnie, c'est-à-dire Donald, et l'élèvent comme leur fils, même s'il est resté très agité et ne sait pas encore parler. Ensemble donc, ces personnages voyagent partout dans le monde. Nigel et Marianne y filment des documentaires en pleine nature. Elisa et Darwin partent à la rencontre d'animaux sauvages auxquels Elisa peut parler et vivre des aventures avec eux. Et Debbie doit gérer toutes sortes de catastrophes et de difficultés, souvent dans le camping-car, souvent liées au fait qu'elle doit s'occuper de Donnie. Le concept voyage partout dans le monde permet de tirer profit de la grande variété des décors, des climats, des cultures et des animaux pour continuer jusqu'au bout de la série à faire des épisodes diversifiés. Le fait que les personnages ne restent jamais longtemps au même endroit permet, même s'il y a une continuité entre les épisodes que le listing français incorrect ne permet pas d'apprécier à sa juste valeur, de justifier la quasi-absence d'intrigues suivies et d'éléments réellement récurrents. Oh, il y a 2-3 personnages secondaires qu'on retrouve dans 2-3 épisodes, mais c'est discret et anecdotique. Ce manque d'éléments récurrents et cette propension à ne pas vouloir donner d'enjeux plus importants à la série sont manifestement voulus par les auteurs. La série n'a pas de méchants dans l'ensemble. Il y a occasionnellement des braconniers ou autres criminels, mais c'est assez rare et les seuls méchants récurrents, Kip O'Donnell et Neil Biderman, des escrocs, interviennent dans une poignée d'épisodes avant de disparaître totalement de la série après la saison 2. Cette disparition est assez curieuse. Peut-être qu'ils ont trouvé que c'était illogique que des personnages puissent se rencontrer par pur hasard à plusieurs reprises alors qu'ils voyagent beaucoup. Il leur manque une bonne culture de BD franco-belge. Ou alors ils trouvaient que ces deux méchants étaient un peu trop caricaturaux. Ce qu'ils étaient, mais c'est pas spécialement choquant dans ce type de série. Quoi qu'il en soit, c'est pas forcément une mauvaise chose qu'ils aient opté pour un format complètement non feuilletonnant, car les arcs narratifs, c'est vraiment pas leur fort. Mais ça, on en reparlera après. La série n'étant pas unifiée par un fil directeur et partant souvent dans plusieurs directions différentes avec ses différents personnages, ce n'est pas forcément évident de déterminer dans quel ordre il faut décrire les choses. On peut partir sur ce qui est le plus marquant quand on regarde les épisodes. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, c'est pas la tronche de Nigel. La tronche de Nigel est une sacrée trouvaille visuelle et est parfaitement adaptée au personnage, à ses manières et à sa diction en français. Nous voilà coincés sur cette île. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes coincés, poupette. Mais en fait, nous le sommes. J'ajoute que le personnage est une valeur sûre qui contribue toujours à rendre l'épisode intéressant. Nigel est souvent l'élément le plus marquant de l'épisode du jour. Mais il n'est pas ce qui marque le plus sur la durée. Ce qui marque le plus, c'est deux choses. Le personnage de Debbie et le pouvoir d'Elisa. Le pouvoir d'Elisa est déjà une différence majeure avec Sous les mers. Une caractéristique importante de Sous les mers était son aversion pour le surnaturel et sa détermination à n'y avoir recours qu'avec la plus grande parcimonie. Le fait qu'Elisa ait l'aptitude magique de parler aux animaux est un élément essentiel de la série. Ainsi, les épisodes ne rechignent pas à faire intervenir de la magie à l'occasion. Mais au final, en dehors de ce fameux pouvoir, c'est assez rare qu'elle le fasse. Un fantôme par-ci par-là, l'occasionnel épisode avec le vrai truc surnaturel à la fin alors que le faux a été débunké comme dans Diabolique et Arnold décode Yoko, l'occasionnelle ambiguïté sur si la légende décrite dans l'épisode était vraie, et même un sous-entendu à un moment comme quoi les aborigènes ont une aptitude semblable à celle d'Elisa pour communiquer avec les dingos. Mais la grosse majorité des épisodes fait juste intervenir des animaux du monde réel et des phénomènes du monde réel. Il y a quand même un contre-exemple vraiment très étrange. Dans un épisode, Debbie, Elisa et Nigel sont déraisonnablement jaloux d'autres personnages et se conduisent mal à cause de ça. C'est une situation classique de série animée pour la jeunesse. On pourrait penser que les personnages guériraient de leur jalousie en prenant conscience des failles et des insécurités des autres, ou du fait que l'autre qu'ils jalousent les admire, comme ça se fait typiquement. Non. Ils guérissent de leur jalousie grâce à un rituel magique des Bushmen que la famille de la jungle visitait ce jour-là. C'est assez surprenant parce qu'en général, ça se fait pas trop d'utiliser la magie pour résoudre un problème aussi banal et typique de la vraie vie dans la fiction. À plus forte raison dans une série comme La famille de la jungle où les épisodes ont une morale. Mais tout bien considéré, c'est pas si choquant que ça quand on se rappelle que la série n'est pas toujours au clair sur quelle est la morale du jour et a une légère tendance à faire se terminer l'épisode sur des conflits non résolus. Tout ça, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, si le pouvoir d'Elisa est un élément marquant de la série, ce n'est pas à cause du rapport qu'elle entretient avec le surnaturel, c'est à cause de la façon dont ce pouvoir est utilisé. D'abord, quand Elisa parle à un animal, un observateur extérieur l'entend pousser les cris de l'animal en question. Elisa est capable de produire magiquement ces cris même quand c'est des infrasons qu'un humain ne devrait pas pouvoir émettre. Et peut utiliser ce pouvoir volontairement pour l'imitation plutôt que pour la communication, avec beaucoup moins de difficultés qu'Harry Potter. Le fait qu'elle pousse des cris est problématique parce que ça attire l'attention sur le fait qu'elle parle réellement aux animaux. Or non seulement elle redoute que ce soit découvert parce qu'elle craint qu'on fasse des expériences sur elle, mais en plus on la forcerait à avouer qu'elle détient cette aptitude. Or elle ne doit pas en parler même sous la contrainte, même en n'ayant pas l'intention d'être crue, sous peine de perdre son pouvoir. Par contre, si quelqu'un comprend tout seul sans qu'elle n'ait rien fait pour, aucun problème. La magie a sa propre logique. Ouais, tu dis ça à cause d'un cas ambigu. On sait pas si Jane Goodall a compris qu'Elisa parlait à Darwin,
ou l'interprète tout simplement par « elle connaît si bien les animaux qu'elle arrive à les mettre en confiance en imitant leurs cris ». Si on revenait au sujet. Ce pouvoir lui a été donné par un chaman qu'elle a sauvé d'un piège, levant ainsi la malédiction qui l'avait transformée en phacochère. On en a déjà parlé. Cette origin story, qui n'est donnée au départ que de façon succincte dans le générique, façon Flipper et Lopaka, n'est révélée en détail qu'à l'occasion d'un flashback assez tardif. Le film, qui n'est rien d'autre qu'un long épisode avec des enjeux légèrement plus grands, ce qui est le bon choix pour ce type de série, réinterprète un peu ces événements, en prétendant que le chaman, redesigné pour l'occasion en vieux sage, lui a donné ce pouvoir afin qu'elle l'utilise pour sauver des animaux en péril. Mais dans la série proprement dite, ce chaman, regardez son look, lui a juste donné ce pouvoir en récompense de ce qu'elle a fait pour lui, et la contrainte dessus vient du fait que c'était un sortilège difficile qu'il ne maîtrise pas très bien. Y a pas de vérité profonde ou de logique cachée derrière cette contrainte au-delà du fait de créer un enjeu supplémentaire quand Elisa doit convaincre sa famille de quelque chose sans révéler qu'elle tient ses informations d'animaux sauvages avec lesquels elle a communiqué. Bof, elle a relativement peu de difficultés à le faire. À tel point d'ailleurs que c'en est parfois un peu suspect. Non, ce qui est marquant avec ce pouvoir, c'est la façon dont les animaux communiquent et la façon dont on les entend communiquer. D'abord, contrairement à Flipper et Lopaka ou Marcelino, ce pouvoir marche dans les deux sens. Normalement, les humains ne comprennent pas les animaux, comme toujours dans la fiction, et, chose plus rare donc, les animaux ne comprennent pas les humains non plus. Beaucoup s'étonnent de comprendre ce qu'Elisa leur dit. Dans un épisode, Darwin décrit comment il entend les humains. Est-ce que t'as entendu ça? Oui, et ça donnait blablabla. Tout bien considéré, ça correspond en gros à ce qu'on entend dans les Razmoket qui se passent dans le même univers quand on est du point de vue d'Hubert. Un choix intéressant fait par la série est que, en général, on entend les animaux parler comme les humains que quand Elisa est présente elle-même pour les entendre. Elle nous sert de passerelle avec les animaux de la série. Quand elle n'est pas là... Cette règle est stricte dans la saison 1. Darwin ne se parle pas à lui-même quand il est seul. Ce genre de choses arrive occasionnellement à partir de la saison 2 mais reste rare. Le principe, c'est qu'on entend parler les animaux que quand Elisa est présente pour les entendre, et qu'on ne les comprend pas quand la scène est du point de vue de quelqu'un d'autre. Oui, on aura peut-être l'occasion de parler de ça dans une vidéo thématique un jour, mais le point de vue de narration dans les dessins animés est rarement objectif. C'est souvent plutôt du discours indirect libre. On a les mêmes biais que les personnages dont on suit le point de vue. La famille de la jungle exprime ça par le fait que quand on est du point de vue d'Elisa, on entend ça. Ils sont tout un groupe, si ça se trouve, ce sont des chasseurs. Darwin, ce sont des enfants comme moi. Alors que quand on est du point de vue de quelqu'un d'autre, on entend ça. Autre élément intéressant. Contrairement à Marcelino et Flipper et Lopaka, une fois encore, l'intelligence des animaux n'est pas la même que celle des humains. Il y a des raisonnements qui ne mèneront pas spontanément, et même Darwin ne comprend pas toujours ce que dit Elisa. Couvre-moi. Pas comme ça, regarde si quelqu'un arrive. L'intérêt de ce parti pris est que ça produit du conflit et de l'originalité. Ça sert à quelque chose esthétiquement que les animaux soient des animaux. À noter que ça aussi, ça marche dans les deux sens. Il y a un épisode avec des baleines où Elisa ne comprend pas ce que disent les baleines parce qu'elles ne communiquent pas du sens mais des sentiments, et un épisode avec des tortues sur le fait que la culture ne se résume pas au langage. Déjà que c'est pas un thème hyper fréquent, ça peut sembler étonnant de voir le pouvoir de parler aux animaux choisi comme prétexte pour aborder ce sujet. Des fois c'est prétexte à ça, d'autres fois c'est prétexte à faire une blague de merde. Merci, je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Ah oui, merci beaucoup. Oh, yak pas de quoi. Consternant. À noter également que le pouvoir d'Elisa couvre intégralement la communication de toutes les espèces animales rencontrées, sauf celle des chimpanzés, qui ont des codes qu'Elisa ne maîtrise pas totalement par magie. Est-ce que ça sous-entend que les chimpanzés, qui sont plus proches de l'homme et plus intelligents que la plupart des autres animaux croisés dans la série, développent une forme de communication semblable aux langues humaines que le pouvoir d'Elisa ne couvre absolument pas ? C'est peut-être un peu trop extrapolé, cette série n'est pas subtile à ce point. Mais c'est raccord avec le fait que même si les animaux connaissent le nom des espèces les uns des autres, des aigles prennent Darwin pour un humain bizarre dans un épisode tardif. Et ça s'accorde assez bien également avec le fait, un peu étrange d'ailleurs compte tenu du degré de réflexion qui a été mis dans le pouvoir d'Elisa, que les animaux non humains parlent une langue universelle. Darwin comprend les autres animaux qui ne sont pas des chimpanzés même quand Elisa est absente. Et cette langue est la même dans tous les pays. D'accord, alors dans ce cas... Maintenant, on est obligé de rester près de la paroi, non? Pourquoi Slama parle espagnol? Elle parle pas espagnol, elle a juste un accent. C'est quoi un accent pour une langue unique, invariante et universelle? S'il y a des accents, c'est qu'il peut y avoir des dialectes. Et s'il pouvait y avoir des dialectes, il y aurait des langues dans les différents pays. Vu que cette digression mène nulle part et qu'on a fini de parler du pouvoir d'Elisa et de la langue universelle des animaux, on devrait peut-être parler d'Elisa elle-même. Et Darwin par la même occasion. Elisa elle-même est moins intéressante que son pouvoir. Elle est le personnage principal enfant qui doit apprendre dans chaque épisode à compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. C'est donc celle qui fait un tas de bêtises et doit apprendre de ses erreurs. Le fait qu'elle soit impulsive, imprudente et indisciplinée surprend compte tenu de son chara-design. Avec ses lunettes et son appareil dentaire, on s'attendrait à ce qu'elle soit plus mature et réfléchie.
Mais non, pendant la première grosse dizaine d'épisodes, elle n'en fait qu'à sa tête et prendre de mauvaises décisions qui causeront le problème du jour. Ensuite, ça s'arrange progressivement. On y reviendra quand on parlera de Debbie, mais la famille de la jungle a la même tendance qu'Arnold à essayer d'ajuster ses personnages au fil du temps pour les rendre plus attachants. Pour Elisa, ça se traduit par le fait qu'au bout d'un moment, elle se met à prendre des décisions plus raisonnables et à faire moins de bêtises. Une des causes principales de son comportement est qu'elle tient absolument à utiliser son pouvoir sur tous les animaux possibles et imaginables, et donc elle se mettra fréquemment en danger pour trouver l'animal du jour et jouer avec. Pour cause, la série a une dimension éducative. Le but implicite de chaque épisode est de présenter l'animal du jour ou la région du jour au spectateur. L'adjectif éducative n'est pas usurpé. Certes, ce graphisme caricatural se prête peu à la description d'éléments du monde réel et la série se permet des largesses que Sous les mers par exemple ne se permettrait pas, comme parler de reptiles actuels comme datant de l'époque des dinosaures, ou en VF appeler les manchots pingouins, mais elle glisse des éléments factuels qui, eux, sont véridiques. Le fait par exemple que les tuatara, les sphénodons, naissent avec un troisième œil au-dessus de la tête, je l'ignorais. C'est la série qui me l'a appris. La série évoque de manière un peu précise des faits divers zoologiques du monde réel. Il y a un épisode avec Jane Goodall, et comme dans Sous les mers, une allusion à Georges le Solitaire, cette tortue géante des Galapagos qui était célèbre pour être supposément la dernière de son espèce. Bref, donc Elisa tient à rencontrer l'animal du jour parce que la série est éducative, et ça lui fait faire plein de bêtises. La série étant relativement longue, ça finit par lui passer. Dans la saison 3, elle cherche moins systématiquement à rencontrer les animaux. Du coup, elle fait moins de bêtises dans l'ensemble, mais son pouvoir sert moins également. À la place, elle rencontre plus d'enfants. La saison 3 lui rajoute des amis du jour dans chaque port, et à l'occasion d'un mini-arc, un cousin, Tyler. On y reviendra. Encore après, elle aura un love interest. Elle en a plusieurs au cours de la série, dont un qui est présent dans 2 épisodes. Oui, mais dans des épisodes épars. Ici, c'est un arc filé. On y reviendra aussi. La série ne peut pas totalement lui retirer son caractère aventureux cependant, car il est à la base de sa relation avec Darwin, son chimpanzé. Quelques mots rapides sur Darwin. Il est peureux et timoré, donc plus raisonnable qu'Elisa. Comme dit précédemment, il a quitté la vie sauvage parce qu'il préfère le confort des intérieurs et des repas préparés, donc ses réticences à partir à l'aventure avec Elisa ne surprendront personne. La mise en scène essaie autant que faire se peut de mettre l'accent sur son animalité, notamment par le biais de sa gourmandise, il est constamment en train d'essayer de chipper des friandises. La série n'étant pas du genre à ignorer les rapports de cause à effet, Darwin est donc en surpoids. Ça sert à quelques gags, mais pas à grand chose de plus. En effet, Darwin est somme toute un personnage très sous-exploité. Son amitié avec Elisa, qui est pourtant un élément important de la backstory sur son pouvoir, ne fait l'objet que de très peu d'épisodes, et encore ce sont des épisodes tardifs. C'est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, vu que Darwin joue le rôle du prudent, on ne pouvait pas retirer son caractère proactif et aventureux à Elisa, même en voulant la rendre moins bêta qu'elle ne l'est dans les premiers épisodes. Du coup, ça se manifeste autrement. Au bout d'un moment, elle aura tendance à se lancer dans des croisades idéalistes et périlleuses pour sauver des animaux de braconniers, voire de leurs prédateurs ou des intempéries, sans trop tenir compte des objections qu'on lui fait, un peu à la manière de Charlotte dans Sourire d'enfer. Ainsi, elle restera un personnage qui devra apprendre de ses erreurs, mais ses erreurs partiront d'une meilleure intention qu'au début. Un autre effet de cette caractérisation d'Elisa est que ça permet de camper sa grande sœur Debbie comme celle qui a les pieds sur terre et qui prend des décisions pragmatiques au contraire d'Elisa qui se laisse gouverner par ses émotions, là où les premiers épisodes présentaient surtout Elisa comme celle qui est positive et agitée et Debbie comme celle qui est négative et apathique. Je voudrais ajouter une dernière chose sur Elisa avant qu'on commence à parler de Debbie. C'est qu'il y a un épisode qui porte sur le fait qu'elle étudie par correspondance. On voit même le prof auquel elle envoie ses devoirs. Oui, et alors? C'est logique vu que la famille voyage tout le temps. Comme dit précédemment, la série n'est pas du genre à ignorer les rapports de cause à effet. On a parlé du fait que la famille de la jungle était plus précise que Sous les mers sur la question de comment les parents gagnent leur vie, elle est également plus précise que Sous les mers sur comment se gère l'éducation des enfants. C'est son style. Bien que la série soit humoristique, elle tient à nous convaincre que le mode de vie des de la jungle est réaliste et crédible. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont débarrassés de Kip et Biderman. Il n'était pas assez réaliste et crédible pour la série. On va savoir. En tout cas, bien que cette ambition de crédibilité soit incongrue pour une série aussi cartoonesque, sur la longueur c'est plutôt un bon point, car ça nous permet de mieux comprendre les personnages et de nous attacher à eux. Et principalement donc à Debbie. Debbie commence comme un personnage plutôt négatif. Doublement négatif même. Elle est le personnage qui n'aime pas le style de vie aventureux de sa famille et donc s'en plaint sans arrêt, et elle est la grande sœur réprobatrice. Ce deuxième point permet de souligner une différence fondamentale de style entre la famille de la jungle et Sous les mers. Ces deux séries sont un peu, respectivement, la version Marvel et la version DC l'une de l'autre. Un peu seulement. Les deux séries n'ont pas vraiment les mêmes thèmes généraux. Les héros de Sous les mers vivent vraiment des aventures de justiciers. Ça arrive également aux de la jungle, mais à petite dose, d'autant plus après la disparition de Kip et Biderman. Les de la jungle vivent plus des aventures personnelles que dans Sous les mers. Cela étant dit, les deux ont en commun d'avoir un cadet intrépide et imaginatif, et un aîné terre-à-terre et réprobateur. Mais là où Fontaine, la grande sœur réprobatrice de Hent dans Sous les mers, est le garde-fou qui fait les objections raisonnables quand Hent lui propose les idées audacieuses en situation désespérée, Debbie, elle, est réprobatrice parce qu'elle et sa sœur n'ont pas les mêmes goûts et que ça lui tape sur les nerfs. Les deux sœurs ne s'entendent pas parce que c'est la famille, la vraie, celle qui est chiante, celle qui ne nous approuvera jamais et qu'on n'approuvera jamais. C'est le réalisme qui est sa propre fin. C'est Marvel.
Cette relative neutralité est généralisée dans la série. Bien que l'enjeu de beaucoup d'épisodes soit d'apprendre à Elisa qu'il ne faut pas agir sans réfléchir, ce n'est pas si rare qu'il se passe des choses un peu amorales. On a déjà évoqué l'histoire de guérir de sa jalousie grâce à un rituel magique. La série ne tient pas plus que ça à avoir des messages très affirmés. Pour revenir à Debbie, nous disions donc qu'une part de sa négativité lui venait du fait d'être la grande sœur réprobatrice, et que l'autre venait de ce qu'elle n'aime pas le style de vie de sa famille. Donc dans les premiers épisodes, elle est celle qui se plaint d'être en pleine nature au milieu des animaux, alors que ce serait tellement mieux d'habiter en ville pour y faire du shopping, aller à des soirées branchées et au concert de son idole Des Brodin, et regarder la télé. En d'autres termes, le jeune spectateur, qui comme c'est souvent le cas des enfants aime la nature, les animaux et l'aventure, est censé la trouver bête et frivole. Mais le truc, c'est que c'est objectivement problématique d'être privé de vie sociale comme les Debbie, et injuste pour elle de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit en accord avec ses goûts. Or, la série n'est pas du genre à ignorer les rapports de cause à effet. C'est peut-être pour cette raison qu'en même temps qu'elle assagie Elisa, elle donne un rôle plus avantageux à Debbie. Son manque d'intérêt pour les documentaires animaliers de ses parents ne change jamais, mais son mauvais esprit et son caractère réprobateur finissent par être présentés comme une sorte de contrepoids à l'insouciance des autres personnages. Et donc elle se met à briller par son sens pratique et sa responsabilité. Et certains épisodes prennent un malin plaisir à lui ajouter un talent aussi inattendu qu'impressionnant. Ce n'est pas si rare qu'elle sauve la mise à Elisa quand celle-ci se met en danger. Et la saison 2 se conclut par un épisode où Debbie est admise dans un pensionnat pour jeunes filles très prestigieux, tellement elle impressionne le jury avec les connaissances qu'elle a accumulées en voyageant autour du monde, mais choisit de rester avec sa famille parce qu'au final elle aime mieux s'ennuyer avec sa famille que s'amuser loin d'eux. C'est une grande idée récurrente de la série. La famille, c'est très important. Il y a plusieurs épisodes dont la morale est plus ou moins que le plus important quand on est une famille, c'est de rester ensemble. Il y a des cas où c'est peut-être un peu excessif d'ailleurs, et cet épisode de la fin de la saison 2 en fait partie. Tôt ou tard, les enfants devront bien se séparer de leurs parents. Bah en même temps, le titre de la série c'est La famille de la jungle. Bon ok, le terme famille n'est pas dans le titre en VO, The Wild Thornberrys, mais c'est bien le fait qu'il soit une famille qui est mis en valeur dans le titre. Dans le projet d'origine datant de 1994, l'action était davantage centrée sur Nigel. C'était d'ailleurs lui qui parlait aux animaux, et pas par magie, c'était à cause d'un cendrier qu'on lui a accidentellement mis dans le crâne par chirurgie. Oui. L'idée était visiblement de faire une sorte de série satirique pour adultes dans le même style que ce que les Griffins feront plus tard, avec des animaux sarcastiques qui comprennent parfaitement les humains mais avec qui seul Nigel pouvait interagir. Ils ont finalement trouvé plus pertinent de focaliser l'action sur toute la famille et donc de répartir les compétences en donnant le don à Elisa. Ou alors c'était dans le but de réorienter le projet vers une série pour enfants. Toujours est-il que c'est à travers la mise en scène d'une morale familiale que la fin de la saison 2 donne un rôle très valorisant à Debbie. Dans le même esprit, le scénario essaye de lui donner davantage gain de cause. On lui trouve quelques occasions d'avoir des activités qui l'intéressent, et elle aura même une relation amoureuse par correspondance. Ouais, je sais pas si c'est un très bon exemple. À la faveur de la tendance qu'a la saison 3 de reprendre des éléments d'anciens épisodes, Debbie manquera un rendez-vous IRL avec le garçon en question à cause d'Elisa, sans que ce rendez-vous manqué ne soit rattrapé à la fin de l'épisode. Et dans un épisode ultérieur, le mec rompra avec elle parce qu'il en a marre des relations à distance, ce qui est d'autant plus malaisant qu'on se demande si c'est une conséquence du rendez-vous manqué précédemment évoqué. Et l'épisode en question se termine sur Debbie toujours déprimée par l'événement. On peut pas vraiment dire qu'elle obtient gain de cause. Mais on peut dire que ça contribue à susciter l'empathie du spectateur pour elle et à la rendre sympathique. Comme dit précédemment, ce genre d'ajustement n'est pas unique dans les séries d'animation humoristique américaines. Et Arnold fait aussi ce genre de choses avec des personnages comme Harold par exemple. Mais pour Debbie c'est frappant, et ça en fait un personnage intéressant, qui marque. Bon après, ça n'empêche pas qu'elle reste désapprobatrice envers sa sœur. Même dans ces épisodes qui la mettent davantage en valeur, quand Elisa lit un passage du journal intime de sa sœur où elle se plaint d'elle, tout ce que Debbie trouve pour lui prouver qu'elle l'aime quand même, c'est qu'elle a écrit le lendemain qu'elle trouve qu'Elisa n'est pas si mal en fait. Elisa et moi nous venons de jouer aux échecs, je pense qu'elle m'a laissé gagner, elle n'est pas si mal en fait. Waouh! Ça reste du Marvel. Vu que Debbie préfère rester dans le camping-car plutôt que partir à l'aventure, sa sous-intrigue consiste généralement à gérer un imprévu dans le camping-car ou à être obligé de le quitter pour une raison X ou Y. Une méthode standard pour ça consiste à lui mettre Donnie dans les pattes. Donnie est plus une force incontrôlable qu'un véritable personnage. Il ne parle pas, malgré les efforts occasionnels de Debbie pour essayer de lui apprendre des mots. En tant que moteur de péripéties, il fonctionne beaucoup mieux avec Debbie qu'avec Elisa. En effet, dans les quelques épisodes où on le met dans la sous-intrigue d'Elisa plutôt que dans celle de Debbie, il y fait plus de la figuration qu'autre chose. Sinon, concrètement, c'est un enfant sauvage de type bébé badass, trouvé à Bornéo par les de la jungle avant le début de la série. Son âge est indéterminé, mais il dort dans la chambre des parents. Ses origines font l'objet d'un quadruple épisode tardif, qui n'est pas terrible car les arcs narratifs suivis, c'est vraiment pas le point fort de cette série, et qui aurait parfaitement pu être condensé en double épisode. Voilà. T'as pas oublié de dire une chose sur Donnie ?
Non, quoi? Bah tu sais bien, une activité qu'il aime bien faire. Bon, blague à part, c'est peut-être le moment de prendre le taureau par les cornes et d'expliquer ce qu'on entend par les arcs narratifs, c'est pas le point fort de cette série. Dans l'ensemble, la série est plutôt constante en termes de qualité. Les épisodes de la saison 3 ont une tendance à traîner en longueur qui s'exprimait moins précédemment, mais c'est rien de bien méchant comparé à ce qu'on a pu voir dans d'autres séries. Par contre, il y a, distillé dans la série, 3 arcs narratifs suivis, et ils sont tous les 3 assez mauvais. D'abord, le quadruple épisode sur Donnie. On vient d'en parler. C'est juste qu'il s'y passe pas grand chose et que ça traîne en longueur sur 4 épisodes avant qu'on daigne nous montrer dans la dernière partie le flashback sur Donnie qui justifie d'avoir fait un épisode spécial. Mais avant ça, il y a eu Tyler Tucker. Dans la saison 3, un cousin d'Elisa et Debbie, Tyler Tucker, vient passer les vacances avec les deux la jungle, et pendant 7 épisodes, il les suit dans leur voyage en Afrique. C'est un gamin insupportable qui n'en fait qu'à sa tête et n'a pas l'humilité nécessaire pour comprendre qu'en pleine nature, il faut se tenir tranquille et laisser faire les pros. On pardonnait cette attitude à Elisa parce qu'on sait qu'elle a voyagé avec ses parents toute sa vie, qu'elle parle aux animaux, donc on peut comprendre qu'elle se considère comme une experte. Mais Tyler est comme ça dès la seconde où il arrive. Pourtant, la mise en scène ne lui donne pas spécialement tort. Je n'ai aucune idée de ce que les auteurs ont voulu faire avec ce personnage. Comme tu viens de le dire, la mise en scène ne lui donne pas spécialement tort. Elle lui donne même souvent plus ou moins raison contre Elisa. Donc c'est lui qui est mis en valeur par le scénario. Pas Elisa qu'on chercherait à mettre en valeur par le biais d'un autre enfant plus immature qu'elle. Et bien évidemment, ça ne marche pas. Ça marche pas déjà parce que c'est incompréhensible en soi d'avoir procédé d'une manière aussi brutale pour introduire ce personnage, et ensuite parce que ça ne pouvait pas marcher. Nos personnages principaux, nous les suivons depuis 2 saisons. Malgré tous leurs défauts, on a appris à les comprendre et à les accepter tels qu'ils sont. Qui aurait envie de les voir ridiculisés par un gamin sorti de nulle part qui, de surcroît, a concrètement une attitude antipathique? Comme évoqué précédemment, avant même l'introduction de Tyler, les épisodes de la saison 3 avaient tendance à multiplier les personnages d'enfants éphémères pour interagir avec Elisa, vu qu'elle cherchait moins automatiquement à interagir avec l'animal du jour. Ce serait ça le délire avec son introduction? Avoir un autre enfant permanent? Ce serait donc une variante de la vieille recette foireuse, introduire un nouveau personnage pour happer un nouveau public ou pour renouveler la série. Au moins on n'essaie pas de nous faire croire qu'il a toujours été présent en coulisses comme dans Code Lyoko ou dans Galactic Football. Mais on est heureux de voir cette parenthèse déplaisante se refermer et Tyler retourner auprès de sa famille pour n'être quasiment plus jamais mentionné. Les auteurs ont dû se rendre compte que ça marchait pas. Pourtant, ils font une seconde tentative de mini-arc avec un nouveau personnage à la toute fin de la série, et qui d'ailleurs la conclut. L'arc de Shenji. Difficile de dire quel arc est le pire entre celui de Tyler Tucker et celui de Shenji. Celui de Tyler Tucker n'avait aucun sens et aucun intérêt, mais était juste une parenthèse. Celui de Shenji a un intérêt, si je puis dire, c'est pour faire un triangle amoureux, mais totalement artificiel et conclut la série. Concrètement, Shenji est un chanteur connu, donc Debbie fantasme sur lui comme sur tous les chanteurs connus, qui accompagne les deux la jungle en Alaska dans le cadre d'une campagne de sensibilisation de ses fans à la préservation de l'environnement. Et... comment dire ? Il est comme Tyler Tucker. C'est un sale con, mais la mise en scène lui donne raison. Ouais, c'est en gros ça. Disons plutôt... Allez, très rapidement. C'est un sale con qui croit tout savoir sur tout alors qu'il sait rien sur rien. Mais il a une part de sincérité qui l'éloigne de Debbie et le rapproche d'Elisa. D'où triangle amoureux entre Debbie, Elisa et Shenji. Et oui, les écartages empêchent de trouver ça touchant, si le caractère totalement artificiel du personnage de Shenji n'y suffisait pas. Shenji finit par se déclarer à Elisa avant de repartir en tournée, et la série se termine là-dessus. C'était les 3 arcs à peu près feuilletonnants de la série. C'est pas brillant. Le film a bien fait de n'être qu'un long épisode, comme on l'a déjà dit. Il nous reste à parler des parents. On est dans le schéma extrêmement classique pour les séries animées américaines du père insouciant et de la mère stressée. Mais la série a à cœur de ne rendre ça dévalorisant ni pour Nigel, le père insouciant, ni pour Marianne, la mère stressée. Marianne, qui filme son mari avec les animaux et assure le montage des documentaires, se conduit continuellement comme quelqu'un qui a quelque chose à prouver. Il faut dire que Nigel place la barre très haut, comme on le verra, mais surtout, la série prend soin de relier dès le départ l'attitude de Marianne à sa relation compliquée avec sa mère. On ne rencontre la mère en question en personne qu'assez tardivement. Avant ça, on la connaît uniquement à travers ce que Marianne dit d'elle et à travers les nombreux colis qu'elle fait parvenir à sa fille, contenant du savon, des produits de première nécessité et d'autres trucs. Ah, et un livre. Il s'intitule « Les femmes qui veulent en faire trop ». Marianne le perçoit comme une provocation et une accusation. Elle a le sentiment que sa mère désapprouve son style de vie et la croit incapable de s'occuper correctement de ses enfants en voyageant dans un camping-car pour faire des documentaires animaliers au bout du monde. Donc Marianne veut prouver qu'elle est toujours capable de s'en sortir sans aide extérieure. En général, ça ne pose pas de problème particulier car elle a les compétences nécessaires pour faire ce que la situation du jour impose. Mais de temps à autre, son obstination peut aggraver les choses. On est surpris quand on rencontre sa mère effectivement. On s'attend à quelqu'un de très rigide et désapprobateur, comme le sera la mère de Nigel en fait, mais à la place on se rend compte que les complexes qu'éprouve Marianne vis-à-vis de sa mère sont complètement réciproques. Non pas qu'ils seraient injustifiés, car c'est vrai que Sophie, la mère de Marianne, est assez casanière et maniaque, mais alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle tienne
à importer le confort des grandes villes dans le camping-car des Delajungle quand elle leur rend visite, on découvre qu'elle a au contraire pris des cours pour devenir elle aussi une aventurière, car elle veut donner à sa fille une bonne image d'elle-même. Que les compétences acquises au cours de ce stage soient les bonnes ou pas pour être efficaces dans les situations affrontées par les Delajungle varient selon les besoins du gag. C'est un peu comme avec Tyler Tucker, on ne sait pas trop ce qu'on est censé en penser. Reste que c'est plutôt intéressant comme parti pris. Là encore, la série a visé un certain réalisme et une certaine nuance. Étrange dans le contexte cartoonesque d'une série sur une famille d'aventuriers où l'héroïne principale parle aux animaux. Le sujet de la relation entre Marianne et sa mère n'est traité que dans quelques épisodes épars, mais est présent en filigrane dans l'ensemble de la série. À part ça, Marianne a une personnalité plutôt caustique, à tel point que c'est difficile de savoir quand elle est ironique et quand elle ne l'est pas. Et elle a une passion immodérée pour les blagues de 1er avril. C'est d'ailleurs une des rares choses qu'elle a plus en commun avec Elisa qu'avec Debbie. Oui, parce que c'est flagrant même visuellement, mais on est dans une configuration classique où chacun des deux enfants ressemble à l'un des deux parents. Pourtant, la série ne cherche pas à surjouer le fait que Debbie ressemble à Marianne et qu'Elisa ressemble à Nigel. C'est présent dans les dialogues et dans la répartition des groupes, les rares fois où Elisa se retrouve seule avec sa mère surprennent à cet égard, mais le plus souvent, la question ne se pose pas ainsi, vu que les deux parents vivent généralement leur aventure de leur côté. Cette aventure des parents, qui consiste la plupart du temps à traquer des animaux pour les filmer, constitue généralement plutôt une intrigue secondaire comique par rapport à l'intrigue d'Elisa ou à celle de Debbie, où les personnages peuvent être réellement en danger. Car il est rare que Nigel et Marianne soient réellement en danger. Concrètement, ils le sont aussi souvent que les enfants, mais Marianne est une aventurière aguerrie et Nigel est... Nigel. Au début de la série, Nigel est exactement ce dont il a l'air. Et de quoi il a l'air? De Phineas. Hein? Bah oui, imagine Phineas et Ferb, dans un style qui tendrait plus vers Hey Arnold. Maintenant, imagine-les à l'âge adulte. Nigel, c'est Phineas quand il sera grand. Il y a des points communs en effet. Nigel, c'est un type très enthousiaste et excité, indifférent aux difficultés et aux obstacles, qu'il surmonte avec un optimisme invincible et sans jamais percevoir quoi que ce soit comme problématique. Sans compter qu'il a occasionnellement un vêtement à rayures comme Phineas. Il a un pull à rayures, oui, mais c'est pas celui de Phineas, c'est le mien. Donc oui, au début de la série, Nigel de la jungle est un invraisemblable garistou qui ne s'inquiète jamais de rien et se tire de chaque mauvais pas avec nonchalance. Pas qu'il soit inconscient du danger et incapable de prendre les situations au sérieux, bien au contraire. Il est très attentif à ce qu'il faut quand il faut. Mais il navigue sans hésiter de solution en solution et ne s'arrête jamais pour prendre le temps de s'inquiéter. Même dans des situations de vie ou de mort l'impliquant lui-même ou sa famille. Il a aussi, inutile de le préciser, une dégaine invraisemblable qui contribue à donner cette impression d'optimisme inébranlable. En VF, Patrick Préjean lui donne un léger accent lié à ses origines écossaises. Mais enfin, comment vas-tu t'y prendre pour déplacer ce paysage de savane derrière mon dos? Cela semble inconcevable. Et les dialogues précisent qu'en plus de son apparence atypique, il sent très fort la sardine dont il raffole. Son côté garistou concerne principalement le début de la série. Par la suite, vu qu'elle cherche à rendre les personnages plus nuancés, on lui ajoute des défauts plus explicites, des maladresses occasionnelles, des doutes, des rivaux et des insécurités. Il avouera même dans un épisode de la saison 2 que son attitude insouciante est une façade et qu'en réalité il a peur à chaque instant quand il part à l'aventure. C'est un peu le côté obscur de la recherche de la complexité et de la crédibilité. Parfois, certains personnages sont plus divertissants en étant des caricatures totales. Et à notre avis, c'était le cas de Nigel de la jungle, qui aurait gagné à rester un bonhomme absolument parfait avec un look de cauchemar. Bon, faut rien exagérer, cela dit. Nigel reste pendant toute la série une célébrité mondiale qui rencontre beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait. C'est dans ce rôle qu'il sera introduit dans le film crossover avec les Razmoket. Il est l'idole de Casse-Bonbon parce qu'il fait des documentaires sensationnels à la télé où il risque sa peau contre toutes sortes d'animaux très dangereux. Ce serait peut-être bien qu'on en dise 2 mots d'ailleurs de ce film crossover. Ouais, mais alors 2 mots seulement, parce qu'au final il ne s'y passe pas grand chose et la rencontre des deux concepts est très sous-exploitée. Les personnages des deux séries interagissent peu. L'élément le plus marquant est que par le biais du pouvoir d'Elisa, on entend enfin Hubert parler, avec la voix de Bruce Willis. I've been sneezing all day. My sniffer's on the blink. I can't even smell my own butt, and let me tell you, I've tried. Comme nous l'avons déjà beaucoup dit, La Famille de la Jungle est une série qui brille surtout lorsqu'elle reste modeste. Il ne faut pas en attendre des points d'orgue spectaculaires et grandioses comme on peut en trouver dans Hey Arnold ou dans Phineas et Ferb. Ainsi, ces quelques tentatives de proposer des choses plus ambitieuses déçoivent si on en attend trop. Mais cette modestie n'est pas sans intérêt. Dans la série, Nigel de la jungle se démarque de sa concurrence par son style de documentaire très brut, très à l'ancienne, porté entièrement par sa passion pour la nature qu'il communique à ses spectateurs sans recours à des effets de montage extravagants ou à une dramatisation exagérée de la description de la vie sauvage. De la même manière,
La série elle-même met en scène les aventures des personnages sans en faire des caisses, et sans forcément rechercher le gag à tout prix en permanence. Il s'en dégage ainsi une impression d'authenticité qui rend la série mémorable, et qui lui vaut sa place parmi les séries humoristiques superstars de la fin des années 90. Agréable, relaxante et agrémentée d'une légère note éducative, La Famille de la Jungle mérite qu'on s'en souvienne. Mais attends un peu, tu parles vraiment chimpanzé? Oui, c'est exact. Et je ne sais même pas parler espagnol.